La Cité européenne des scénaristes présente... On essaie de se rapprocher le plus possible du médicalement correct, l'anatomiquement correct. Quand on nous dit qu'il y a un corps qui est resté dans une cave pendant 100 ans et qu'en fait ils veulent un truc qui ressemble plus à une momie égyptienne, pour nous c'est pas forcément correct, mais ça sera correct pour l'esprit du réalisateur et sa vision. Les effets spéciaux et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. Comme c'est plus réel, on peut toucher, on peut interagir avec. Du coup, c'est plus facile pour le jeu, je pense. Par exemple, une actrice devait faire encore des voix off. Elle préférait garder son make-up encore pendant les voix off, alors qu'il n'y avait plus rien de filmé. Mais pour elle, ça l'aidait à se projeter dans le personnage et de se sentir dedans. Leur métier, assurer les trucages réels des films et séries. Dans ce 17e numéro de l'émission, la parole est au créateur d'effets spéciaux, dit SFX pour Special Effects. À ne pas confondre avec les effets visuels, dit VFX, qui eux sont réalisés numériquement et non en direct sur le plateau de tournage et auquel nous avons accordé déjà un épisode du podcast. Quel est donc le rapport des effets spéciaux au scénario ? Pour le savoir, j'ai posé mes micros chez Accurate Dream, désolé pour l'accent, société strasbourgeoise ayant notamment officié sur les films Simone, Médecin de nuit, Ogre et sur les séries Vortex, Parallèle, Paris Police 1900. Je laisse l'équipe se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en décembre 2022. Je suis Franck, co-gérant et co-créateur d'Accurate Dream, qu'on a créé avec Daniel en 2015. Et mon travail, c'est de s'occuper de la gestion administrative et la gestion des projets, d'être le traducteur entre les producteurs et les réalisateurs avec notre équipe technique et inversement. Ouais, c'est Daniel, je suis associé de Franck. C'est moi qui gère justement l'atelier et l'équipe qui charge de créer les effets spéciaux. Clémence, j'ai rejoint Accurate Dream en septembre. Mon rôle dans la boîte, c'est de leur trouver des films, trouver des projets et j'assiste Franck. Je m'appelle Antoine, je fais donc partie de l'équipe technique, c'est-à-dire sculpture, maquillage, fabrication de prothèses, de masques, etc. Moi, c'est Yasmine. J'ai rejoint l'équipe il y a 1 an et demi. D'abord en tant que stagiaire et puis depuis presque 1 an déjà en tant que maquilleuse FX. Et moi c'est Julia, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis dans la boîte et pareil dans l'équipe technique, donc maquillage, etc. Est-ce qu'on peut juste, tant qu'on y est, parler de l'éventail d'effets que vous faites chez Accurate ? On fait des vieillissements, des blessures, des créatures, tout ce qui touche vraiment à la transformation physique, donc le make-up avec des prothèses sur une personne, mais aussi tout ce qui est accessoires, des reproductions d'objets destinés aux cascadeurs par exemple, ou des fois même des éléments de costume, comme des bras bioniques ou ce genre de choses. Ok, merci. Donc on va commencer avec la première question. Par quelle porte arrivez-vous sur un projet en général dans votre entreprise ? Pendant longtemps, ça a été les techniciens. Donc aussi bien les chefs maquilleurs que les chefs décorateurs, parfois les accessoristes, le régisseur d'extérieur. Au fur et à mesure du temps, quand on est monté un petit peu en compétences, les dires de prod, parfois les réalisateurs, plus rarement, parfois juste le producteur, le premier assistant. Et depuis quelques temps, on est beaucoup plus investi dans la recherche des projets. Maintenant, c'est beaucoup les producteurs avant même que le reste de l'équipe soit réellement embauché, où on commence déjà à avoir des bribes de scénario, à travailler dessus directement pour la recherche de financement, à faire des devis pour justement être en amont et avant que les erreurs soient faites, que vraiment tout soit pris en compte. Les effets spéciaux de maquillage sont très méconnus. La problématique, c'est que quand on connaît pas quelque chose, c'est très difficile de le deviser, de savoir combien de temps il faut, combien de personnes il faut, combien de temps sur le tournage ça va prendre, quelles sont les limites techniques. On s'est rendu compte qu'on allait devoir mettre énormément de pédagogie dedans. Alors on essaye d'intervenir le plus tôt possible, justement pour donner ces informations avant qu'il soit trop tard. Ok, quand vous arrivez en général sur un projet, le scénario, est-ce qu'il est bouclé ou pas ? Là, on est arrivé assez tôt, avec au moins 2 ou 3 projets pour 2023, où là, c'est vraiment pas du tout bloqué. Là, par exemple, on a un projet sur une femme qui se transforme en animal pour se venger la nuit. D'accord. Typiquement, là, on est arrivé très tôt dans le projet parce que bon, le scénario n'est pas définitif, mais je pense que c'est une version assez avancée. En tout cas, on a déjà eu des dessins préparatoires qui sont vraiment au tout début et on a commencé à avoir une discussion avec elle cette semaine pour un projet qui va se tourner, il me semble,
cet été, je crois, ou en automne, donc dans assez longtemps finalement. Et on va même pouvoir être là pour participer à la conception même de la créature, si on fait avec elle le projet jusqu'au bout. Par contre, typiquement, il y a un mois, il y a un directeur de production qui m'a appelé pour 3 jours après avoir une pieuvre, par exemple. Ou tu vois, parfois c'est très très longtemps avant, et parfois c'est vraiment... Et parfois, ils se rendent compte la veille qu'il leur faut une pieuvre. Ouais, alors qu'il faudra un mois pour le faire. Maintenant, on peut se permettre d'un petit peu être un peu plus exigeant, redonner un peu de qualité, de temps de travail pour tout le monde, parce que c'est du stress de travailler à la dernière minute. Là, justement, le fait qu'on ait Clémence maintenant, c'est un luxe. On a une personne qui est dédiée à aller chercher les projets, à essayer d'aller gratter auprès de tous les producteurs. Clairement, on va travailler sur des scénarios qui verront peut-être jamais le jour, mais on se crée le luxe d'avoir peut-être le temps de faire bien les choses. Avant, ça se passait tout simplement, on nous appelle, on nous dit on a besoin de ça, 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 et ils sont pas posés la moitié des questions. Ensuite, on donne le devis, on perd la moitié du temps de fabrication en négociation de devis, et on doit faire des choses à la dernière minute. Pour revenir aussi à cette histoire de scénario et quand est-ce que c'est prêt, au final, c'est quand même vraiment pas rare en France que les scénarios, encore 10 jours avant le début du tournage, soient encore en réécriture ou en écriture et qu'ils soient pas encore fixés sur certaines choses. Ça impacte énormément notre boulot, puisque du coup, si justement 10 jours avant le tournage, il y a encore des choses où c'est encore flou, ben forcément... L'hiver dernier, on avait dû faire 2 momies et puis on nous avait dit un peu à la dernière minute qu'il y avait des côtes cassées ou un truc comme ça. Je crois qu'on l'a appris assez tard, ça. Tu me parlais de Parallèle peut-être à l'instant. Ouais, Parallèle, c'est encore un autre cas de figure. C'était plus, on voyait des photos de la sculpture qui avaient été faites aussi assez rapidement, qui ont été validées. Et ensuite, une fois sur le tournage, la prothèse posée, on est arrivé et le réalisateur voulait pas filmer parce que ça correspondait pas à ce qu'il voulait. Du coup, on a dû enlever la prothèse et maquiller par-dessus en 20 minutes, quoi, pour essayer de rattraper un peu le... C'était quelle prothèse? C'est pour un personnage vieilli, c'est ça? C'est ça, oui. Est-ce que vous parlez des fois avec les scénaristes en particulier? Est-ce que ça vous arrive d'échanger avec des scénaristes dans votre métier? Quand les scénaristes sont des réalisateurs, oui. Mais finalement, l'auteur, on le voit souvent après le projet, à la projection, où finalement on se dit « Ah ben, c'était lui !» Et puis il nous dit ce qui l'a motivé à faire son film. Mais c'est très rare, on arrive déjà au moment où soit il y a une interprétation financière, soit une interprétation artistique qui est déjà passée sur le scénario. Le scénario n'est pas définitif, mais c'est déjà plus vraiment ce que l'auteur avait écrit. C'est déjà plus dans ses mains, quoi. Voilà. J'ai commencé à faire des recherches sur ceux qui gagnaient différents prix de scénaristes, les prix Climax, etc. En me disant, évidemment, ça va peut-être pas, comme tu disais, voir le jour. Ou j'ai discuté avec 2 scénaristes, du coup, donc pas énorme. Mais eux, ils aiment bien parler des effets spéciaux. Et eux, ils sont hyper intéressés déjà, j'ai l'impression, dans comment on pourrait donner vie à ce qu'ils ont écrit. Je sais même pas si les scénaristes auraient quelque chose à dire aux prods, s'ils sont en position de proposer des techniciens, je suis pas sûre. Là, t'es dans une vision un peu commerciale de la chose, mais juste relation effets spéciaux et scénario. La seule fois où j'ai réellement eu un contact intéressé, c'était à la résidence au film de genre de Saint-Quirin, où j'ai participé en tant qu'intervenant, justement pour venir lire les scénarios et donner un retour sur ce qui est possible d'être fait ou pas, ou les difficultés qu'il y a à mettre en œuvre. Finalement, on se rend compte que c'est possible d'aller très très loin dans les effets qui sont écrits, qu'il n'y a pas réellement de limite, qu'on peut vraiment imaginer beaucoup de choses, et en même temps avoir aussi une vision financière de ce que ça coûte, ce qu'ils ont écrit, parce qu'ils ne s'en rendent pas forcément compte. Parfois, ça peut aider sur une réécriture d'ajuster quelque chose, et puis derrière, le scénario passe beaucoup mieux pour être vendu à un producteur qui s'était dit jusque-là, ou un diffuseur, ça sera irréalisable. C'est quoi votre rapport à tout ce scénario, vous diriez? C'est un peu tout nouveau pour moi de lire plein de scénarios, et c'est la partie que je crois que je préfère parce que, c'est un peu la pochette surprise. Quand j'ouvre un scénario, je me dis combien de travail on va avoir, est-ce que ça va être créatif, est-ce que ça va être un peu fun, etc. Mon rapport au scénario, je dirais, c'est un rapport hyper enfantin, enthousiaste. Et du coup, je suis carrément dégoûtée quand je vois qu'il y a qu'un pauvre truc, quoi. Tous mes rêves s'évanouissent. Pour moi, c'est aussi un petit peu d'un côté la pochette surprise, même si dès que j'ai un coup de fil ou un mail, je me renseigne déjà tout de suite sur les éléments qui sont pointés. Parce que, en fait, nous, on peut découvrir plein de choses qui n'avaient pas été vues. Donc, la priorité, pour moi, c'est déjà d'identifier, de budgéter ce que la production ou les techniciens ont vu à leur lecture. Et ensuite, potentiellement, proposer des solutions alternatives sur les autres éléments. Il y a les choses qui sont écrites et il y a les choses qui finalement ne sont pas... On dirait que c'est une description,
mais en fait tout va se faire au son, à la lumière, voilà, des choses où on pourrait se dire qu'il y a du boulot, et en fait non, il y a rien, c'est une fausse joie. Je tombe tout le temps dans le panneau avec ça. À chaque fois, je vais voir Franck et je lui dis ouais, regarde, il y a un super effet là. Et Franck me dit non, juste avec les lumières, les yeux deviennent noirs. Ok. C'est comme ton exemple dans ton podcast avec les effets visuels où il disait l'effet avec des étoiles dans les yeux, toujours se renseigner si les étoiles sont réellement là ou pas. Ben, c'est un peu pareil pour nous. Si maintenant quelqu'un il s'est fait trucider, c'est suffisamment vague pour qu'au final il ait juste un peu de sang sur le visage et qu'en fait on n'ait rien à faire. Ou alors justement ça peut être très très précis et au final c'est clairement le genre de chose qui va être complètement amoindri ou pas du tout montré de cette façon-là, parce que comme il a dit, trucidé, pour nous on s'imagine un corps explosé ou quelqu'un totalement le visage en sang, et au final ils vont faire 4 égratignures et puis un peu de sang dans le visage et ça sera tout, quoi. Faut vraiment savoir ce que le réalisateur a à l'esprit et comment ça va être filmé surtout. Ouais, parce que le réalisateur, parce que du coup c'est le scénariste qui a écrit finalement son truc, et le réalisateur il aura peut-être même encore autre chose en tête. En plus, et du coup selon comment c'est filmé, nous ça nous permet certaines choses ou pas, justement. Nous on a un rapport technique qui selon comment ça va être filmé, soit va nous mettre des bâtons dans les roues, soit va nous faciliter la tâche en fait. Moi je trouve que c'est plus le côté ça aide à essayer de capter un peu l'ambiance de ce qu'on doit faire au final, parce que oui on nous demande un corps, ok d'accord, mais est-ce que tu le veux hyper précis, est-ce que tu veux voir les petites vénules dans les yeux, ou est-ce que tu veux une ombre loin de quelque chose d'insinué, et du coup c'est moi je pense que ça nous aide juste à être très précis dans ce qu'on fait, je dirais. Et puis il y a la vision de la réalité aussi, qui sont extrêmement différentes en fonction du cinéma et de la réalité. Nous, on est sur des choses où on essaie de se rapprocher le plus possible du médicalement correct, l'anatomiquement correct. Quand on nous dit qu'il y a un corps qui est resté dans une cave pendant 100 ans et qu'en fait, ils veulent un truc qui ressemble plus à une momie égyptienne, pour nous, c'est pas forcément correct, mais ça sera correct pour l'esprit du réalisateur et sa vision. Il faut pas hésiter à tout re-questionner. Ou même correct pour le spectateur, parce que il y a des choses qui sont déjà tellement installées dans l'imaginaire commun, comme les cicatrices en Y ou ce genre de choses pour les sutures de légistes, alors qu'en réalité, en France, aucun légiste ne pratique même cette incision-là, quoi. C'est intéressant, c'est comme j'avais vu ça, l'idée que quand on se prend une balle, il n'y a pas d'effusion de sang, le sang n'explose pas dans tous les sens, mais comme dans tous les films on voit. Exactement. Et même le trou est tout petit. Ouais. Là, on va potentiellement faire le corps d'une femme qui brûle. Et c'est toi qui disais que normalement, quand un corps brûle, il se recroqueville comme ça, c'est ça? Ouais, je sais pas comment ça s'appelle en français, mais je sais qu'en anglais, c'est la position du boxeur, en fait. Parce que les tendons sont gorgés d'eau et du coup, en rétrécissant, ça replie les bras près du corps et les jambes aussi. Ouais, alors que nous, quand on nous demande des corps calcinés, on nous demande pas des corps avec cette position-là, par exemple. Ah, intéressant, ok. Mais au final, si tu l'appliques à juste de la viande que tu fous à la poêle, ça va se... c'est le même... Ouais, c'est vrai. Du coup, il y aurait la possibilité aussi que nous, on fasse un truc médicalement correct, mais qu'au final, le spectateur, il croit pas parce qu'il il est tellement conditionné à voir telle ou telle chose, justement, l'impact de balle avec les fusions de sang, que s'il y a pas ça, il se dit, c'est nul, ça marche pas. C'est même pas une question d'y croire ou pas, c'est juste que, comme tu disais par rapport aux cicatrices en forme de Y, exactement, c'est tellement dans l'esprit de tout le monde que si on fait une cicatrice d'une autre forme, ça va sauter aux yeux et les gens vont focus juste sur ça pendant la scène. Il y a aussi le côté spectaculaire qu'on doit aussi maintenir des fois. Des fois, un bleu, ça fait juste une petite roseur et en fait, on en veut des tonnes et donc on va foutre des croûtes, du sang et un gros cocard, quoi. Mais c'est aussi le côté spectaculaire qu'il faut respecter et qu'il faut voir en fonction de l'ambiance qui va être donnée, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît à tous dans un scénario vis-à-vis de votre métier? Moi, j'aime quand je me dis que ça va être un bon film. Parce que quand même, il y a des scénarios mais hyper nuls qu'on lit et ça saute aux yeux et moi ça m'épate à chaque fois quand même qu'il y ait de l'argent pour ce genre de choses. On s'en rend compte quand c'est bien écrit et tout, donc c'est très très agréable quand un scénario est aussi agréable à lire qu'un livre. Les autres, qu'est-ce qui vous plaît Quand le producteur a laissé le scénariste l'écrire en entier. Parce que pour encore revenir sur un de tes podcasts, quand j'entends que le producteur finalement il dit il n'y a pas forcément besoin d'envoyer un scénario complet, il faut penser aux gens qui travaillent avec. Nous, si on a quelque chose qui est complet, qui est terminé, qui a eu du temps pour être travaillé, être écrit, réfléchi, qu'il a pu se renseigner, donc en soi qu'il a vraiment été payé pour son travail, ça offre un confort de préparation pour tous les autres techniciens et pour tous ceux qui vont l'interpréter. Et suivant ce qui vous plaît dans un scénar? Quand c'est bien écrit justement et que c'est intéressant. Personnellement, je suis pas aussi enthousiaste que Clémence. C'est assez rare de tomber sur un truc qui est vraiment, vraiment intéressant. Du coup, moi, je préfère au final donner l'ambiance et après, du coup, avoir vraiment juste le côté technique et tous les éléments dont moi j'ai besoin pour ensuite mettre des images dessus.
Mais au final, j'ai pas souvent été très enthousiaste. Mais souvent, quelqu'un qui l'a écrit avec du cœur, on voit ceux qui ont vraiment mis, comme tu disais, leur trip dans un scénario, eux, ils sont prêts à la discussion. Julie Billy, que tu as interviewée pour le film qu'elle est en train de développer, moi, je trouve que c'est un film de genre... En tout cas, c'est à mon goût. J'ai vraiment hâte de le voir au ciné, celui-là. Et j'ai beaucoup aimé sa démarche parce que elle est consciente du budget, elle t'a posé vraiment beaucoup de questions, elle est allée vraiment dans le détail pour essayer de trouver les meilleures... proposition, quoi. Elle est quand même à l'écoute. Quand on a des scénarios qui nous plaisent vraiment, je pense qu'on a plus de facilité à accepter des petits effets, enfin quelque chose qui va pas, pour nous paraître extraordinaire à faire, que quand quelque chose est moins bien écrit, on s'imprègne moins de l'histoire. Là, on a plus envie que les effets soient un peu plus extraordinaires pour qu'on s'amuse aussi de notre côté, quoi. Les autres, d'autres réponses là-dessus? Je dirais quand ça nous permet de faire des choses intéressantes et qui nous challenge un peu aussi, parce que c'est vrai qu'on va être amené à refaire des choses qu'on a déjà fait plusieurs fois. Bon, je pense surtout pour moi, vu que je suis encore nouvelle dans le milieu, ça permet aussi de tester d'autres techniques et faire des choses un peu qui poussent au challenge, quoi. Moi, j'aime bien le côté où on se dit je vais pouvoir faire plein de trucs. Comme Clément disait, il y a plein de trucs, on va s'amuser, ça c'est vraiment génial. Il y a du sang. Il y a des monstres qui sortent dans tous les sens et tu dis punaise, même si on ne les fait pas tous et même si il y aura forcément des restrictions ou quoi, tu dis il y aura forcément un truc cool. C'est quoi les premières questions que vous vous posez quand vous lisez un texte ou quand vous recevez un projet? Moi, je me pose tout le temps la question, est-ce que la personne a fait ses gammes? Est-ce qu'elle connaît la structure d'une histoire? Ça se voit direct quand l'acte 2 est trop long, quand là je viens d'en lire un, je peux pas donner ni le titre ni la prod, la catastrophe. Donc c'est le premier truc que je regarde, c'est est-ce que déjà il est bien construit. Franck et ensuite Daniel décortiquent vachement le scénario. Ouais. Ils nous sélectionnent principalement ce qu'on aura à faire pour que nous, parce que en plus la plupart du temps on est déjà sur autre chose ou sur la fin d'un autre projet et du coup on n'a pas spécialement de faire ça, quoi. Ouais, ça se fait en 2 temps en fait. Moi je reçois le scénario ou Clémence le reçoit, où on le découpe, où on le budgète. Et à partir de là, moi j'en ai déjà discuté avec Daniel parce qu'il aura fallu trouver une technique. Et à ce niveau-là, du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est les techniques, on peut les adapter aussi en fonction d'eux. Ça dépend comment l'effet est mis en scène finalement. C'est difficile encore à ce stade-là, juste avec une description dans un scénario, d'exactement visualiser la technique ou la façon de créer cet effet, puisque tout dépendra en fait, ne serait-ce que du budget en fait que la prod veut mettre dedans. Avec Franck et Daniel, on se pose toutes les questions, genre par exemple est-ce qu'ils veulent le filmer de près, est-ce que ça va être de jour, de nuit, est-ce que c'est une prothèse, un faux corps, est-ce que ça va être réutilisé, ouais. Est-ce qu'ils ont déjà prévu, vu que c'est le même décor et que le comédien revient que 3 fois dedans, est-ce qu'ils ont prévu de tout filmer en une seule fois, auquel cas, vu que ça se passe sur des temporalités différentes de la journée, est-ce que ça va être possible d'être fait? Les références aussi visuelles. Ouais. Là, tu vois, par exemple, la dernière fois qu'on a fait une réunion, on a mis toutes les questions à plat avec la prod. Et ensuite, la prod a dit on n'avait pas pensé à ci, ça, ça. Donc, hop, elle va en discuter avec la réal. Et après, elle va revenir vers nous avant qu'on puisse... Parce que là, par exemple, t'as pas pu budgétiser tout. On a fait des propositions, mais il y a même carrément des morceaux du scénario où on pouvait, pour tel type de costume, de créature, là, on pouvait pas du tout lui donner un ordre de grandeur, un ordre de prix ou même des techniques, parce qu'il fallait qu'elle voie d'abord avec la réal. Clémence parle pas mal du prix, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment prédominant en fait. C'est même plus important que le scénario. Ce qui est dans l'enveloppe dédiée à la base, c'est ça qui va tout conditionner. Le budget bougera beaucoup moins que le scénario. On peut vraiment nous donner des ambitions folles, mais qui peuvent être totalement bridées et qui peuvent réécrire en amont ou même changer la scène le moment du tournage. Le but, c'est d'avoir déjà une traduction de la mise en scène du scénario pour le mettre sur papier, d'en faire un budget pour voir si ça fonctionne. Bien souvent, ça fonctionne pas. Il faut réfléchir la chose, aussi bien du côté scénario que nous au niveau des techniques, en fonction de ce qu'on veut faire ressentir aussi. Enfin, c'est pas anodin. Quand on fait un effet, il y a quand même une volonté derrière. C'est rarement gratuit. Et une fois qu'on s'est mis d'accord, à ce moment-là, il y a une nouvelle réinterprétation du côté artistique où on va reprendre le scénario, se reposer dessus. Et Daniel, là, va pouvoir donner ses instructions là où il a envie de mettre la priorité selon son interprétation à lui. Quels sont les types de demandes qui vous mettent le plus au défi, qui vous mettent le plus en difficulté? Les vieillissements. Ça dépend. Il y a plusieurs types de difficultés, on va dire. Des difficultés techniques au niveau de ce que ça représente juste simplement comme travail, ou même juste de difficultés d'effet. Effectivement, les vieillissements, c'est un des effets les plus compliqués.
qu'on peut nous demander, puisque dans tout ce qui est fantastique, finalement, les créatures, un loup-garou, enfin ce genre de choses, c'est de la fantaisie, quoi. Enfin, il n'y a pas de loi, quoi. Il y a un réalisme, mais je veux dire, il y a quand même une libre interprétation. Dans l'histoire du cinéma, il y a eu plein de loups-garous différents, et il y a toujours encore manière à ou innover ou se baser sur ce qui a déjà été fait, alors que une personne âgée, on en a tous vu, quoi. C'est beaucoup plus facile de juger quelque chose qu'on côtoie au quotidien. Et donc les effets invisibles, finalement, enfin voulus comme invisibles, sont peut-être ceux qui seraient les plus difficiles. Ça dépend vraiment, en plus, le vieillissement de tellement de facteurs différents, de l'âge de la personne, jusqu'à aussi, encore une fois, de ce que s'imagine le spectateur, de ce qui est vrai, parce que nous, on prend des photos de référence tout le temps, pour être au plus près de la réalité, et des fois, on tombe sur des personnes âgées, justement, et qui sont, on ferait ça, ça serait irréaliste. Alors que ces personnes existent. Ouais. En facteur, il y a tout le côté alcool, drogue, tout ce qui fait vieillir, qui dépérit réellement la peau. Enfin, direct. La cigarette. La prostitution. La coke. Trop loin. Et vous prenez tout ça en considération, en vrai, quand vous travaillez, vous dire est-ce que le personnage fume, est-ce qu'il a telle maladie, vous le faites quand vous... Ouais, et encore une fois, est-ce que la personne qui a écrit le scénario y a pensé déjà aussi Bah là, le dernier scénario sur lequel vous avez travaillé, c'était ça. C'était un vieillissement d'une femme qui avait pris de la drogue, qui fumait beaucoup. Ils l'ont pris en compte. Okay. C'était vraiment important pour le coup, pour la création de ce personnage. Et après, du coup, il y a aussi vraiment l'aspect technique. On a différentes façons de procéder en termes de moulage, des choses plus ou moins complexes qui nécessitent déjà un savoir-faire particulier et une maîtrise justement des matériaux qu'on emploie. C'est une autre difficulté, quoi, d'adapter du coup la technique. Parce que oui, en plus du challenge du projet, on se challenge aussi nous-mêmes. Le but étant de s'améliorer à chaque fois. On teste énormément et on fait énormément de choses de plus en plus complexes en fait. Plus on évolue, plus on avance dans le temps, plus on peut aussi se permettre d'être ambitieux aussi dans la qualité de notre travail. Et parfois, on va préférer mettre tout ce qu'on a dans le projet, comme le dernier projet sur lequel on était. On a mis beaucoup plus de temps, de sueur et de larmes et de sang que ce qui nous était demandé. Beaucoup de sang. Mais derrière, le résultat nous a vraiment permis de passer à un stade en termes de qualité de prothèses et de maquillage effets spéciaux. Il y a un effet qu'on nous demande régulièrement, mais que personne n'a envie d'investir réellement dedans. C'est l'effet des poils qui poussent, mais en direct. Ouais. Oui, il y a des techniques pour faire ça. C'est compliqué, mais en fait, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'en fait, il faut forcément un test avant. Ou par exemple, pour le maquillage, il faut forcément des tests avant sur des choses qui sont extrêmement complexes, sur mesure, qui vont être filmées en close-up. Ça, c'est des choses qu'on demande en fait. On se tire pas non plus une balle dans le pied en se disant allez, on va faire des choses qu'on n'a jamais fait et puis advienne que pourra. Non, tout est calculé, calibré. C'est juste qu'on va beaucoup plus loin dans la calibration. Même la difficulté, enfin Daniel, quand on parlait de technique avant, les vieillissements justement, depuis qu'on a commencé à en faire et maintenant, on arrive à y avoir des prothèses qui sont extrêmement fines. Ça rajoute énormément de difficultés. Parce qu'il y a trop de choses qui peuvent ne pas bien se passer. Du coup, pourquoi les faire plus fines alors c'est Parce que plus on se rapproche de la vraie largeur de visage, plus c'est juste. Si t'as une grosse prothèse, ça va tout de suite faire bizarre et pas vrai. Il y a aussi que ça peut cacher le jeu de l'acteur. Si c'est trop épais, forcément il faut beaucoup plus de force parce qu'il y a une contrainte physique quand même qui est là avec l'épaisseur de la prothèse et du matériau, qui fait que l'acteur faut qu'elle force beaucoup plus sur ses expressions pour marquer la prothèse en surface. Alors si la prothèse fait 1 centimètre d'épais, forcément, ça a un peu tout caché, quoi. Et à l'inverse, c'est quoi le truc le plus, peut-être pas le plus facile, mais on va dire le plus cool à faire? Une créature. Les créatures avec liberté. Typiquement la sirène, Daniel avait fait complètement le dessin et le réalisateur avait juste dit vas-y, ça c'est plutôt génial. Ok, c'était pour quel projet ça? C'était un court-métrage dans le sud de la France qui était financé par le CNC, c'est une option cinéma dans une école qui nous ont appelés, qui avait un scénario et qui à la base c'était un requin dans lequel il devait y avoir une personne qui devait tenir et le requin devait pouvoir tourner en pleine mer. C'est extrêmement complexe à faire, ça demande énormément de technologie. Les délais, le budget n'étaient pas là, mais ils avaient quand même envie de bosser avec nous. Et du coup, ils ont changé le scénario, ils sont partis sur une sirène. Mais du coup, la sirène, à part être une sirène qui tue des gens, il n'y avait pas plus de paramètres que ça parce qu'elle remplaçait un requin. Et du coup, ça nous a permis d'être force de proposition dans les designs. Il y avait le réalisateur qui avait des images de référence, des couleurs qu'il aimait bien. Enfin, ils avaient fait un petit peu de dessin, mais on a pu quand même proposer pas mal de choses et partir sur des designs qui nous plaisaient. La liberté de création, ça vous plaît? Il y a d'autres choses aussi sur lesquelles vous aimez bosser dans SFX? Moi, je bosse pas dessus, mais j'ai hâte qu'on fasse un film de zombies. Vous en avez pas C'est ce que encore je fait? préfère. Non. C'est un élément qui passe un peu inaperçu pour les autres, mais qui, nous, au niveau création, nous concerne beaucoup, c'est le côté technique. Le résultat final sera pas forcément impacté au niveau de l'aspect, quoique, mais la façon de fabriquer les moules, la façon de faire de l'armature à l'intérieur d'un faux corps, par exemple, d'un bébé,
plein de choses qui rentrent en jeu et où il y a toujours des possibilités d'amélioration. C'est surtout ça, je pense, qui nous... Travailler la technique choisie. Ouais, c'est ça. Notre réponse. Le changement. Et c'est hyper intéressant et hyper stimulant de faire des vieillissements, mais du coup, effectivement, de temps en temps aussi avoir une créature, de temps en temps quand même aussi, pourquoi pas des blessures, des faux corps, des trucs, la variété. Par exemple, le projet de The Boys avec le corps totalement en morceaux, ça c'était très intéressant et finalement un challenge technique aussi. Qu'est-ce que vous pensez de la place actuelle des SFX dans la fiction française? La merde. Il y en a une. J'ai discuté avec un producteur il y a pas longtemps. James Cameron, ça compte pas. Non, Hein. c'est pas James Cameron. Un producteur qui faisait pas particulièrement de films de genre et lui, il voulait développer une série de genre et d'après ce qu'il m'a dit, il se bagarrait un petit peu pour imposer ça. On a parlé de ça tous les deux, du fait que les producteurs, ils avaient envie parce qu'ils savaient que les spectateurs en ont envie aussi, mais ils restent quand même hyper frileux. Et lui, il m'a posé plein de questions de prix justement. Et dès que je lui donnais quelques prix, il faisait un arrêt cardiaque. Ouais, il tombait un peu de sa chaise. Ce qui est le plus embêtant que ça, c'est qu'il y a toujours encore cet aspect, ils font finalement leur budget bien avant de nous demander. Et du coup, ils se basent sur virtuellement rien, puisqu'ils savent pas combien ça coûte. Ils font une enveloppe un peu comme ça, et puis... Daniel a léché son doigt et l'a levé au pour doigt mouillé, simuler le doigt mouillé. Ils le font un peu au doigt mouillé, et ça nous aide pas, parce que finalement, on nous donne déjà une contrainte budgétaire dans laquelle il est peut-être impossible de rentrer avec les demandes qu'on aura. Mais il y en a qui demandent un peu plus maintenant. Bien sûr. J'ai l'impression. Il y en a il y en a qui se renseignent. Il y en a qui se renseignent. C'est très positif, mais ils se renseignent et souvent, ils font des petits AVC, quoi, quand on leur dit ce que c'est. Et c'est rare, hein, franchement, le nombre de toutes les boîtes de prod que je contacte, je sais pas, sur une centaine, je dirais, il y en a peut-être 3 qui font du film de genre. C'est vraiment hyper minoritaire. Hein. Ouais, mais faut regarder aussi l'état du cinéma français, les financements, d'où ils viennent, depuis quand le CNC a attribué une enveloppe pour le genre. La région Grand Est vient de commencer à en faire une, mais c'est tout petit. C'est minuscule et c'est mélangé à plein de choses. Sur une comédie musicale qui est aussi un film de genre, selon le CNC, on va pas avoir beaucoup de boulot. C'est pas anodin qu'on soit pas nombreux. C'est pas anodin non plus que dans les conventions collectives, tous les métiers des SFX et du maquillage effets spéciaux ne soient pas répertoriés. Ça n'existe pas. C'est pas anodin non plus que dans les enveloppes de producteurs, nos métiers n'existent pas. On est soit dans l'enveloppe déco, soit dans l'enveloppe maquillage. Mais le problème, c'est que quand un producteur fait une enveloppe maquillage avec un budget SFX dedans, son enveloppe maquillage, elle explose. Et les gens qui vont regarder son budget, il va juste voir maquillage. Il va pas regarder le reste. Il verra juste que ça colle pas, que le producteur a déliré, et il va lui dire, tu me revois ça. Et c'est tout. On n'a pas une vraie place en fait. Contrairement aux effets spéciaux numériques qui sont arrivés bien après et où il y a tout qui a été repensé pour eux et des budgets qui arrivent un petit peu à s'imposer. Et là, je parle des studios, pas des indépendants qui galèrent un petit peu encore. Mais les studios, ils ont des prix à la journée qu'ils ont rodés, c'est connu. Un tel, il va voir le studio, il sait qu'à la journée, il va en avoir pour tant et tant. Il demande pour combien de jours il y en a. Pour nous, c'est différent. C'est pas à la carte. On n'a pas un catalogue de prix avec le faux cœur, il a tant et tant, la prothèse, elle a tant et tant. On essaye d'arriver à ça. Mais forcément, c'est pas le cas parce que notre travail va totalement changer en fonction des conditions de tournage, en fonction de la volonté, du temps qui nous reste pour le faire. On peut pas étendre des choses ou venir et dire c'est pas prêt. Il y a une équipe derrière qui attend, on doit être prêt et pour ça, on doit faire vraiment du sur-mesure toujours. Donc là, pour quitter un peu le côté financier, qu'est-ce que vous pensez de la place des SFX en France? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est considérée artistiquement? Non, parce que même tout ce qui se fait vachement pour la télé, là, tous les unitaires ou quoi, même tous les policiers. Des policiers avec des morts. Normalement, quand on écrit un scénar avec un mort, on est censé le voir. Enfin, je sais pas, c'est rien que cette semaine, je contactais une dire de prod pour un unitaire où le personnage principal est en quête du tueur de son enfant. Elle me disait je sais même pas si on va voir le mort en fait. Les Français, ils aiment bien les thrillers psychologiques. Ouais, voilà, c'est très insinué, c'est jamais visualisé parce que y a tout le côté on veut pas choquer ou peut-être que ça va être trop pour les gens ou peut-être qu'ils veulent pas voir ça. Ouais, il y a ça. Juste si on te dit on lui a coupé la gorge, les gens ils y croient et ça suffit. En fait, on s'y est jamais mis aux effets spéciaux. Depuis la BBC avec Doctor Who, ils avaient l'habitude des choses un peu fantastiques sur leur première chaîne depuis extrêmement longtemps. Alors là, on est un peu plus sur la télé, mais ça marche aussi sur la diffusion de longs métrages à la télé. Quand on se retrouve il y a encore quelques années avec du Grey's Anatomy ou des séries américaines un petit peu mainstream maintenant, mais qui avaient des gens blessés, des fractures ouvertes, des choses comme ça, et que aux autres personnes
françaises qui voulaient une diffusion sur cette même chaîne au même créneau à un autre jour, on leur disait ah bah non, ça c'est trop pour notre public. Donc il y a aussi cette ambivalence de un côté censure tout simplement. Peut-être pas censure, mais je pense qu'il y a certaines personnes qui pensent savoir ce que les gens veulent voir. Et ils essayent beaucoup trop de se conformer à cette vision-là. Il n'y a pas tellement de liberté finalement. Tout le monde est inconsciemment bridé. Même les créatures, combien de films de créatures français il commence à y en avoir. Mais... Il suffit de regarder justement le contenu au final, et même avec les plateformes. Netflix et ainsi de suite. C'est quoi au final la contribution française de la comédie? C'est de la comédie, c'est ça? Il y a eu Parallèle, il y a eu Marianne, enfin forcément c'est le même créateur pour ces deux séries-là, mais il y a une volonté d'aller chercher des publics plus jeunes des fois, il y a eu Mortel, etc. C'est des exceptions. Et c'est longtemps après le début. C'est récent. Et Parallèle, on était dessus et c'était des vieillissements. Ouais, il y a rien de fantastique ou de gore. Il y a du fantastique raconté, mais il y a par rapport à nous, à notre travail, il y avait pas de sang, il y avait pas de mort, il y avait pas de blessures. Il y a plein de séries françaises là ou d'unitaires qui se disent séries de genre ou. Mais il y a un genre à la française. Et en fait, comme tu dis, ils racontent du fantastique, ils parlent d'une situation d'anticipation, etc. Mais c'est un drame familial au final. Ouais, voilà. Marianne, c'est du 1 sur 100 quoi. Au final, Hérédité, c'est aussi quand même un drame social quasiment jusqu'à la fin. Mais il me semble quand même qu'il y a des effets spéciaux. Bah après, dans les films de Julia Ducournau, il y a quand même des effets spéciaux. Dans Titane, il y en a quand même pas mal. C'est anecdotique et quand ils sortent, on a tout de suite les journaux TV qui sont là à compter les malaises dans la salle de cinéma en disant « Oh là là, le nouveau film 2 est absolument sanglant, impossible à regarder. » Ce genre de choses n'aide vraiment pas notre travail. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez faire, que vous aimeriez voir un peu plus souvent dans les textes? Que vous voudriez essayer tout simplement? Moi j'aime bien le réalisme. Quand on nous dit un tel va avoir une particularité physique qu'on doit rajouter par exemple, ça j'aime bien. Une personne qui a une cicatrice mais qui a une histoire, qui est alcoolique et qu'on va vraiment nous demander un nez plus gros avec les veines éclatées à l'intérieur, ou quelqu'un qui va avoir des cernes abominables mais parce qu'il vient d'être papa ou maman et que c'est la réalité, mais les actrices sont pas censées non plus se flinguer la peau pour un tournage, donc c'est notre travail de le faire, qu'on prenne en compte des particularités, qu'on nous raconte des choses par la subtilité et pas par le dialogue. Et justement, qu'on prenne plus en compte que c'est l'aspect visuel qui permet de raconter aussi l'histoire, et pas seulement le côté on va le suggérer au spectateur, ou il s'en fera lui-même l'idée, parce que c'est ça en fait finalement qu'on attend souvent des gens. Effectivement, même pour les petits effets subtils, ça peut être très intéressant de se servir justement de nos compétences pour aider à raconter l'histoire. Ouais, que ce soit pas juste une question gratuite de faire du sang, des blessures, mais que ça raconte quelque chose, Exactement. que ça caractérise le personnage. Ouais. Oui, ça rend crédible l'histoire, quoi. Après, moi personnellement, dans un scénario, j'aime la description. Dans un film, j'aime voir les choses. J'aime pas qu'un personnage fasse limite le narrateur en disant « Ah, je suis vraiment fatigué ». Ah ouais. Et qu'il est tout seul dans sa cuisine et qu'il parle, mais qui fait ça? Qui Personne, sert un ouais. café en parlant à sa cafetière? Alors, je veux bien que de temps en temps... Ah, on en lit, hein. Non, mais ouais, je trouve qu'en France, Trop de dialogue. trop de dialogue. Ouais, largement Trop de dialogue, peut-être mal écrit, peut-être que notre langue n'est pas faite pour, mais alors quand je lis un scénario et que je vois que tous les détails sont décrits par le personnage pendant qu'il joue, oralement, alors déjà ça me pose problème parce qu'il peut pas en dire beaucoup. Contrairement, si on a une partie descriptive dans le scénario qui va vraiment nous décrire le lieu, l'ambiance, l'état du personnage, là, ça fait 2 jours qu'il s'est pris un coup dans le visage. Là, moi, je peux savoir que son bleu, il aura évolué, qu'il sera plus de la même couleur. Tout ça, c'est des choses qui me manquent. Et justement, pour embrayer sur ce que vous avez dit tous les deux, qu'est-ce que vous pouvez raconter avec des SFX J'ai l'impression qu'on raconte que des trucs un peu glauques, on parle toujours de mort, de maladie. On peut raconter même des naissances avec les SFX. On n'a pas le droit de tourner avec des bébés en dessous de 3 mois. On peut faire des accouchements, ou des changements, ou pour les faire se rapprocher d'un personnage existant. Ça s'est vu que sur des films comme Scandale, le film sur le scandale autour de la Fox, il y avait des maquillages justement pour faire ressembler les actrices à leur équivalent dans la réalité, quoi. Même justement, comme dit, des changements à travers le temps, quoi. Pas seulement des vieillissements, mais des choses comme de la maladie, des grossissements, les lobes qui deviennent plus gros. C'est une private joke parce qu'on fait pas mal de vieillissement et c'est une des pièces clés, les lobes un peu plus grands, parce que c'est une des choses qui continuent à grandir quand on vieillit, et c'est hyper important dans notre travail. On rajoute toujours des lobes. Toujours avoir des lobes de secours. Je défends mon histoire de lobe, je suis vraiment désolé, non, mais moi je trouve ça génial, hein. C'est hyper important parce que souvent finalement les gens, c'est vraiment pas l'endroit qu'on regarde, mais au final ça ajoute quelque chose. Ouais. On a failli oublier
de les démaquiller sur Sur le dernier tournage. le dernier tournage. Mais ouais, il y a plein de choses qu'on peut venir ajouter, ne serait-ce que la temporalité, ce Ouais. que la personne a vécu. Alors souvent c'est des épreuves. Oui, c'est vrai, on va venir rajouter des cicatrices, des choses qui décrivent un petit peu ce que la personne est et enlever le côté lisse de l'acteur. Mais on peut aussi juste donner des traits physiques un petit peu différents. Des sourcils plus broussailleux, des ventres de grossesse, juste l'inquiétude sur un front avec des rides supplémentaires, des cernes supplémentaires. Et même pour les animaux, on peut le raconter exactement pareil. Tu sais, pour le cheval, là. D'une cicatrice pour montrer un cheval qui s'était fait battre, par exemple, par son propriétaire. Là, tu proposais de mettre un tapis de blessure avec les rebords effacés en VFX pour le coup. Ouais, il y a le côté aussi complémentaire avec d'autres corps de métier et avec les VFX. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de bosser sur un scénario où vous avez l'impression qu'il y avait un recours vraiment intéressant, nouveau au SFX? Le blob. Pas le blob. C'est un genre de champignon qui est cueilli dans la forêt qui ressemble un peu à un ventre. Mais et c'était pour quel projet ça? C'était La chose extatique, un court-métrage il y a 1 ou 2 ans. Pour le coup, c'était vraiment inattendu. Ça faisait faire des choses sexuelles aux gens, donc forcément, ça apporte des choses à l'histoire qui... Et même niveau technique, il y avait des choses intéressantes, enfin rigolotes à faire, quoi, disons. On a dû faire plusieurs blobs différents. On a d'ailleurs fait venir un ami qui s'appelle Michael Bousser pour faire un mécanisme avec des bladders, donc c'est une sorte de petite poche qui se gonfle ou se dégonfle avec de l'air ou du liquide pour activer, donner des mouvements à la créature, donner cette impression de vivant. Il y avait le fait qu'elle soit illuminée de l'intérieur aussi. Une version cuite. Une version cuite, parce que dans le scénario, les enfants le mettent dans le four. Et en gros, elle devait être très molle et puis remplie justement d'un liquide blanchâtre et visqueux, selon la description du réalisateur, il me semble, et qui devait éclater en touchant le sol. Qu'est-ce qui serait à l'inverse des clichés des SFX? C'est du latex. Ouais. Oh mon dieu. Le latex est mort et enterré depuis bien longtemps. En fait, le silicone a remplacé le latex pour beaucoup d'applications, par ses propriétés, par le fait qu'il soit plus réaliste, parce que il a ce côté translucide qui peut nous permettre de simuler la peau humaine. Et il y a beaucoup de gens qui sont encore bloqués sur l'ancienne version. Mais oui, on nous demande souvent les mêmes choses de la même manière. Les faux corps. Tout le monde veut des faux corps loués parce qu'ils n'ont pas le budget pour en faire fabriquer un, parce que ça coûte très très cher. Mais tout le monde veut des particularités physiques bien spécifiques à leur scénario et à leurs acteurs, chose qui n'est pas possible sur de la location. Ça, c'est un truc qui revient extrêmement souvent. Les animaux morts, qui sont morts d'une certaine façon, pareil, c'est des choses qui demandent énormément de travail. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. On parle pas de mamie qui a donné des traînes et qui va te permettre de faire ton film, ou l'impact de balles à travers les vêtements. On nous demande de faire des économies, mais on va absolument... alors que finalement, ça se voit pas forcément. En fait, le pire, c'est que nous demander des choses, qu'on passe du temps à trouver des solutions, à y réfléchir, et que derrière, ça se fasse pas. Je pense que c'est ça le plus frustrant dans le boulot, en fait. Ou avoir un projet qui semble un peu intéressant, ne serait-ce que par la façon dont c'est écrit ou par la manière dont on nous aborde. L'enthousiasme d'un réalisateur, d'un producteur, d'un chef de poste pour un projet peut être communicatif et peut nous donner envie aussi de bosser sur le projet. Et à la fin, quand c'est retiré pour une raison ou pour une autre, ça peut être le temps, ça peut être le lieu qui est plus dispo, ça peut être ça rentrait pas dans le plan de travail, c'est plus pertinent, on a dû faire des économies, on a trouvé une autre manière de le faire, ça peut se faire à la lumière. C'est un truc qu'on nous dit souvent. Ouais, mais ça c'est parce que les gens ils ont pas l'œil que nous on a sur les effets spéciaux au final. Ouais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un de vos effets donne une nouvelle direction à une scène? Soit raconte autre chose, soit enrichit d'autres choses qui n'étaient pas prévues à la base? Ouais, sur le dernier projet qu'on en était, on a eu un personnage qui avait 6 étapes de vieillissement. Quand on nous a contactés, le projet était beaucoup moins ambitieux. Et un petit peu au forceps, on est venu ajouter des étapes de vieillissement, que ce soit dans la coupe de cheveux, que ce soit justement dans la couleur, dans les volumes, dans le rapprochement entre, parce que c'était un vieillissement, mais aussi ça racontait l'histoire d'une personne qui a existé. Et du coup, dans le rapprochement, on est venu apporter des choses qui n'ont pas été demandées, qui n'ont pas été écrites, qui n'ont même pas été imaginées à la base. Mais nous, ça faisait partie de notre travail. On a voulu le faire pour se dire à la fin, on pourra être fiers de notre boulot. On sera allé jusqu'au bout de ce qu'on aurait pu proposer. On n'est pas tombé sur énormément de mises en scène qui avaient l'habitude de tourner avec des SFX. Donc souvent, ça apporte moins que ce qu'on imaginait à la base ou ce qu'on avait prévu de faire. Mais quand on se retrouve sur un film avec un réalisateur qui voit et avec un chef-op qui s'est éclairé, l'effet peut être exploité au-delà de ce qu'on pensait qu'il allait être exploité. Le tout, c'est de pas dépasser la limite, qu'on n'aille pas filmer à des endroits où ça devrait pas être filmé. Mais auquel cas, on essaye d'être sur le plateau, derrière le combo, à checker. Ils ont beaucoup de mal à s'imaginer.
à se figurer ce que ça va donner. Je pense que la plupart des gens sont vraiment extrêmement dans le flou à ce niveau-là et on s'en rend compte. Et en même temps, c'est pas leur métier à eux, même quand on leur en donne des sculptures. Ce que je disais tout à l'heure par rapport à Parallèle. Ouais, c'est qu'ils ont pas forcément le regard déjà de base pour anticiper. S'imaginer comment on va rendre une sculpture qui est monochrome finalement, parce qu'on utilise une plastiline qui est couleur terracotta, je crois, un truc comme ça. Et de se dire tiens, là ça va être couleur chair, il va y avoir de la translucidité, il va y avoir des taches de vieillesse, il va y avoir des rougeurs, des verts, des jaunes comme ça, et ensuite avec la lumière du jour, qu'est-ce que ça va donner, les cheveux, les poils, tout quoi. Enfin, une fois sur l'acteur aussi, parce que une sculpture juste comme ça et puis une fois posée sur l'acteur avec la personne qui bouge en dessous, c'est carrément autre chose. Peut-être un déficit de confiance aussi, peut-être justement toujours dans ce blocage des anciens effets qui étaient pour certains très bien pour l'époque, pour la façon dont il s'est filmé, mais les caméras ont évolué, la façon de filmer a évolué, la façon de raconter des choses ont évolué, mais nous aussi de notre côté, les matériaux ont évolué. Alors effectivement, dans notre métier, il y a des gens qui travaillent toujours un petit peu à l'ancienne ou qui sont autodidactes, mais notre vision du travail, on a encore un peu de mal à montrer à quel point on est technique dans la façon de le faire. On va faire des choses sur mesure, on va passer par de la sculpture, par du moulage, par du tirage, on a une connaissance parfaite des produits qu'on utilise. Les moules se ferment au micron près. Une prothèse peut être si fine que filmée en close-up, on ne voit pas le raccord, même après 9 heures de tournage. Et ouais, il y a une pédagogie encore à apporter. Quand je discutais avec un dire de prod, il me disait quand même que c'était pas rare que des réals qu'ils aient très peu de connaissances techniques, donc en termes d'effets spéciaux. Et donc, malheureusement, s'ils n'ont pas ces connaissances techniques, c'est un peu compliqué d'imaginer des storyboards qui mettraient en valeur certains effets. Quand il y a un storyboard. Et voilà. À la défense du réal, on a rarement le budget pour une prépa complète. Quand j'appelle prépa complète, c'est une prépa avec des essais, peut-être 1, peut-être 2, des essais filmés, parce qu'on a aussi besoin d'ajuster des choses et on a rarement ce budget-là. Donc en fait, le réalisateur, bien souvent, la seule fois où il va voir notre travail, c'est directement sur le plateau. Et puis parfois, il va vouloir voir des choses en amont, mais comme il a du mal aussi à se représenter, même en venant à l'atelier, voir quand on est en plein dans un moule, la prothèse est à l'intérieur. C'est impossible de savoir. C'est pas possible de savoir. Et même pour nous. En fait, finalement, on attend même de nous que tout soit parfait du premier coup, alors que en réalité c'est pas possible. Pour vous, c'est quoi la force des SFX par rapport au VFX, votre place par rapport au VFX? Déjà, comme c'est plus réel, on peut toucher, on peut interagir avec, du coup c'est plus facile pour le jeu, je pense. Pour les acteurs, ouais. Oui, ça c'est très juste, parce que ne serait-ce que sur le dernier projet, on a vraiment eu ce retour-là. Par exemple, une actrice devait faire encore des voix off. Elle préférait garder son make-up encore pendant les voix off, alors qu'il n'y avait plus rien de filmé. Mais pour elle, ça lui apportait vraiment quelque chose, dans le sens où ça l'aidait à se projeter dans le personnage et de se sentir dedans. Les VFX, il y a cet avantage on peut repousser encore en quelque sorte, on peut dire, c'est pas grave, on décidera de ça plus tard. Mais ça apporte définitivement quelque chose sur le moment, d'avoir le réalisme tout de suite. Les plus beaux effets, c'est quand il y a les deux vraiment qui sont présents. On sent quand il y a une explosion qui est que en... Alors c'est pas notre partie, les explosions, mais c'est une partie des SFX, et quand il y a une explosion en full 3D, ça se voit, ça pique les yeux. Et quand il y a, même pour les décors, quand on construit une partie d'un set et qu'on le poursuit en VFX, mais quand il y a du réel, pareil pour les make-ups, pareil pour le décor. Ou même pour la lumière, avoir une amorce ou un point de chute pour la lumière, c'est des choses qui sont très difficilement rattrapables en post-prod. Donc le fait d'avoir ça aide énormément. Les textures, nous, on va les créer. Alors, elles peuvent être complémentaires. Elles peuvent être scannées et réutilisées par les effets numériques. Un savant mélange des deux apporterait pas mal visuellement à tout le monde. Sur les productions étrangères, c'est ce qui se fait déjà énormément, et enfin beaucoup plus en France, c'est que même sur des petits effets, tout est scanné pour ensuite pouvoir potentiellement quand même le retraiter. Parce que à notre boulot, il y a quand même toujours aussi des limitations. C'est-à-dire que du coup, un make-up, ça peut très bien se passer, et après 8 heures de tournage, il peut encore être nickel. Mais on a des conditions aussi extérieures qu'on peut pas forcément gérer. Comme par exemple l'année dernière on était à Brest, fin août, il faisait encore grand soleil, hyper chaud, les acteurs transpiraient, ça faisait pas forcément du bien à nos prothèses quoi. Il y a finalement des choses qu'on peut avoir besoin de rattraper entre guillemets, ou même juste simplement d'améliorer, puisqu'il y a des choses qu'on peut pas faire, enfin genre nous on peut que rajouter, on peut pas enlever. Quand il y a des effets sur des zombies que Clémence aimerait tant avoir, on peut pas créer des trous, des choses qui traversent un torse entier sur une personne. Ils retirent les nez aussi, je crois, souvent. Voilà, typiquement, Harry Potter, Voldemort, il y a une grande partie de make-up, mais il fallait encore enlever le nez de l'acteur de Ralph Fiennes en VFX. Est-ce que vous bossez différemment un SFX de comédie et un SFX de drame? On ne demandera pas forcément les mêmes choses déjà. Et après, ça dépend de l'ensemble du scénario. Il y a des comédies avec énormément de sang. Des comédies noires, oui, il y en a beaucoup. Ouais, et finalement, la discussion qu'on aura avec la mise en scène.
Si la mise en scène nous dit déjà attention, je veux pas de sang, je veux pas de choses comme ça, ou même d'autres références de films, hein, ça arrive assez souvent, nous, ça nous permet aussi de nous caler par rapport à ça. Plus c'est un slasher, plus il y a du sang, mais c'est tout. Oui, mais c'est vachement cheap d'une certaine manière. Il y a un côté, c'est second absurde. degré, un peu absurde, exactement. Projet de sang et tout. Une recherche du réalisme. Du coup, pour une comédie, effectivement, je pense que l'accent sera pas mis dessus, en fait, c'est juste ça, je pense. Peut-être qu'il y aura un impact de balle aussi sur quelqu'un, mais on le verra vachement moins, ou on le verra pas. Quel type de concession vous faites quand le budget est réduit? Parce que tu sais que le budget, c'est le truc qui bougeait pas. Taylor, tu m'as dit, les scénarios peuvent beaucoup bouger, le budget bouge pas, mais je me dis, ça arrive quand même régulièrement que des budgets rétrécissent. Ça arrive, en tout cas, les VFX me disaient que ça leur arrivait souvent. Ouais, ils virent notre effet. Un autre cas extrême qui m'a assez mise en colère sur une prod, la concession que j'ai vue autour de moi, c'était nos salaires. Ouais. Ça, c'est très pénible. Vous voyez vos salaires pour pouvoir garder la matière finalement. Oui, parce que finalement, est-ce qu'on va faire un effet pourri avec notre nom? Alors que nous, c'est des cartes de visite aussi. On peut pas se permettre, dans un film, après des années d'existence, de faire quelque chose de laid. Donc au final, ils le savent bien. Donc évidemment qu'on va s'appliquer. Évidemment qu'on va tout faire pour que ce soit merveilleux parce qu'on fait un pari sur l'avenir. Mais en attendant, au lieu d'être payé 2 mois de travail, on va être payé 2 semaines. Pour rajouter une précision, c'est qu'en France, contrairement à tous les autres pays du monde, on a plus l'habitude de travailler avec des techniciens embauchés qui auront cette particularité d'avoir l'intermittence. Et donc, quand ils n'ont pas de travail, ils sont payés pour les protéger, pour permettre de protéger le secteur et garder un petit peu cette force de main-d'œuvre et ce savoir-faire pour le cinéma. Par contre, les prestataires représentent un pourcentage vraiment moindre par rapport aux autres pays. Si on regarde même nos voisins allemands, alors je crois que c'était en 2017, c'était 80% de prestataires sur un film allemand en moyenne et c'était 30% sur un film français. Les prestataires en général sur un film français, ça va être la post-prod, ça va être des loueurs et après ça va être des choses un peu plus génériques, les sociétés de location de voitures, des choses qui font beaucoup de chiffres finalement et qui prennent déjà une grande part parce que c'est des choses qui coûtent cher et qui doivent être prises du coup en charge par des sociétés. Et les effets spéciaux, pas pour tous, mais pour les effets spéciaux qu'on fait, c'est pour ça qu'on s'est mis en entreprise, parce qu'il y a besoin de matériel, il y a besoin d'extraction, il y a besoin de gens extrêmement compétents, il y a besoin d'une quantité de matériaux en stock, des matériaux qui prennent de la place, qui sont lourds, qui viennent d'ailleurs. On peut faire tous les efforts qu'on veut. En France, on n'a quand même pas tout. On a délocalisé pas mal de choses. Et donc, ça prend du temps de faire venir ces matériaux. Et si on les a pas, avec les délais qu'on nous laisse, on peut pas faire les effets. Et le fait qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec des prestataires fait simplement que on a l'impression qu'on peut se permettre de juste faire baisser le prix. Et en plus de ça, il y a l'image de cette entreprise, contrairement aux techniciens. Si un technicien bosse et que le film est pourri, il en aura fait d'autres derrière et il n'est pas tout seul. Sauf qu'une entreprise qui va venir faire les effets spéciaux dessus, c'est un seul nom. Du coup, il vaut mieux annuler un effet finalement que de le réduire. Ouais, voilà. Mais souvent, ça vient même pas de nous. Il y a tellement de projets où les prix sont sous-évalués que souvent, on nous sort le classique, ça sera vu en post-prod, ou le classique, ça sera fait hors champ, ou ça sera simulé, ou alors ça sera juste dit, ou alors un acteur qui s'est fait poignarder, il sera sur le ventre, comme ça on n'aura pas besoin de poser quoi que ce soit. Qu'est-ce que votre boulot vous a appris du scénario? Est-ce qu'à force de bosser sur des projets de fiction, vous avez fait des remarques sur le scénario plus généralement? J'ai lu beaucoup moins de romans depuis que je me suis mis au scénario. Ouais. Là, on en reçoit tellement que c'est tellement chronophage, on nous fait lire toute une série pour au final 3 effets, on y passe pas mal de temps pour un film qui sera forcément même pas fait ou alors même pas fait avec nous parce qu'on nous dit pas qu'on est mis en concurrence, on commence à bosser dessus, on fait le découpage technique déjà pour savoir tous les détails qui sont cités et au final peut-être que voilà on le fera pas, donc du coup je les lis pas vite mais je les lis qu'une fois. Je me suis un petit peu forgé à prendre en compte et l'aspect visuel et l'aspect financier et l'aspect technique en me posant les conditions. Enfin, je me fais déjà le film dans ma tête, en fait. J'ai mes surligneurs et je prends absolument toutes les remarques. Et après, je me fais un brouillon définitif avec uniquement l'essentiel de ce que j'ai relevé. Mais je vais me le lire qu'une fois. Souvent, c'est pas fini d'être écrit. C'est pas forcément... C'est difficile à apprécier un scénario. C'est comme une pièce de théâtre. C'est un style à part entière. Mais quand même, certains prennent des libertés. Tu vois, le dernier projet sur lequel on a travaillé, c'était un scénario qui était film d'horreur dans les îles, blablabla, où c'était assez punchy, assez cool à lire, ce scénario. Au final, il y en a qui prennent des libertés et il y en a qui prennent peut-être plus en compte le lecteur, peut-être pour l'embarquer dans le projet. En fait, je pense que ce qui joue pour moi, c'est beaucoup la frustration de peut-être pas faire le projet.
Et c'est peut-être aussi ce qui fait que je prends beaucoup moins de plaisir en fait à les lire et où j'essaie de me focaliser sur l'aspect technique, sachant que je suis déjà difficile à être surpris, que ce soit quand je regarde ou quand je lis. Je suis le genre de personne qui, si elle regarde un film où on essaie de nous faire deviner des choses, j'aurais déjà tous les scénarios en tête. T'as fait les notes, voilà. Pris des notes. Et du coup, j'ai totalement enlevé la notion de plaisir. Pour moi, c'est une notice en fait. Okay. Mais en même temps, ça m'est pas destiné. Ouais, mais c'est sûr. C'est juste une phase avant une autre. Moi, j'essaye vraiment de me concentrer sur l'aspect technique et du coup de déjà me préparer finalement au travail que ça représentera et aussi de savoir ce que moi j'aimerais bien en fait montrer. Parce que finalement, c'est aussi très vague, c'est une interprétation, enfin chacun fait son interprétation et donc du coup, quelle sera mon interprétation de cet effet-là? Qu'est-ce que je peux moi y apporter? Comment moi je me représente tel ou tel effet et qu'est-ce que je peux faire pour le rendre intéressant visuellement pour moi, donc dans mon univers visuel. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous travaillez sur un effet et que vous perdiez un peu le sens ou la direction artistique du projet en travaillant sur l'effet et vous avez dû changer le truc pour le revoir? Je pense que c'est pas l'idée de là où on va est relativement claire, mais comme il y a tellement d'étapes entre, c'est plus sur un effet, un aspect technique que du coup ça peut pêcher. On peut se rendre compte qu'au niveau d'une technique de moulage, c'est hyper complexe à mettre en place et que du coup ça nous fera manquer de temps. On va essayer de faire en sorte que ça coïncide avec le but et le résultat qu'on veut avoir, mais le chemin qu'on prendra pour y arriver sera différent. Enfin, c'est de là qu'il vient aussi le stress, en fait, produire tel ou tel effet et d'avoir justement des deadlines très courtes. Et souvent, on a tellement peu le droit à l'erreur, on va dire, ou même à des éventuels ajustements, qu'il faut vraiment qu'on s'engage dans la bonne voie dès le départ. Et donc, ça n'arrive jamais que vous ayez ces gros ajustements à faire, vous n'avez pas dernièrement en tête? C'est que c'est trop Ouais, lourd. ce serait trop tard. C'est soit trop tard, soit on a déjà commencé quelque chose et du coup recommencer depuis le début, ça serait trop compliqué. Ouais. Budget, temps, c'est pas possible. Pour donner vraiment un exemple très concret, pour ces histoires de vieillissement, quand on a une sculpture, souvent, en fait, la sculpture, au moment du moulage, elle est détruite. Donc ça veut dire qu'on pourrait même pas, en fait, enfin si maintenant on se rend compte que visuellement, par exemple, ça ne va pas, ça veut dire qu'il faudrait recommencer, mais vraiment depuis le début. Okay. Depuis le design et donc le début de la sculpture, qu'il faudrait reprendre toutes ces étapes et donc du coup ensuite le moulage, ensuite mais c'est le pour tirage. ça qu'on envoie les photos, t'envoies toujours les photos des sculptures. Mais c'est ce que j'allais dire, ça arrive rarement parce qu'on a des réalisateurs qui viennent à l'atelier parfois, qui regardent ce qu'on fait et qui voient un petit peu le work in progress et du coup... ils peuvent nous faire des remarques pendant qu'on est encore en création, quoi. Ça arrive. Enfin, je veux dire, par exemple, sur Vortex, on a eu le cas de figure où on a dû améliorer constamment le processus et on avait des essais. Ok. Et ça consistait en quoi, en l'occurrence, sur Vortex Les personnages étaient censés passer de environ une trentaine d'années à la cinquantaine. Donc un gap de 20 ans, avec des petites prothèses relativement subtiles, faciles à mettre en place justement sur une durée de tournage relativement longue. On a eu du coup justement vraiment une phase de prise d'empreinte des acteurs, premier test, ensuite les ajustements pour savoir ce qui correspondait le mieux et ce qui marchait le mieux par rapport à leur morphologie aussi. On a eu le loisir d'améliorer le processus et de vraiment d'y intégrer tout ce qu'on avait appris au fur et à mesure des différentes pauses et de pouvoir vraiment faire quelque chose de plus juste au fur et à mesure du temps. Okay. Mais ça c'est extrêmement rare. Mais c'est un luxe que vous pouvez pas toujours vous permettre. Non, c'est ça. Et c'est à ça que je sers, de poser toutes les questions avant même qu'on ait développé un budget, avant même qu'on ait transmis concrètement les informations pour la fabrication. Mon travail, c'est de les embêter avec le plus de questions possible pour qu'on sache exactement là où on va, qu'on n'ait pas de surprise au niveau du budget, au niveau du temps et au niveau de la réalisation du rendu visuel, parce qu'on peut clairement pas se permettre d'essayer ou d'échouer. Quand même ces questions elles sont posées, on peut toujours avoir des surprises. Au final, là encore la semaine dernière, le dernier tournage, on n'avait aucun moyen de savoir à quel point les gros plans allaient être vraiment des gros plans, parce que là on n'avait aucun moyen de dissimuler quoi que ce soit. Enfin, s'il y avait eu le moindre raccord, le moindre défaut, on va dire, sur notre maquillage, on aurait vu que ça aurait sorti le spectateur de la scène. Il vaut mieux même en fait qu'on parte vraiment du principe qu'on dépensera sans compter, on va dire entre guillemets, en termes d'efforts pour pousser au maximum à l'effet. Quand bien même, au final, si ça se trouve, ce sera filmé à 10 mètres et de loin et dans le noir, quoi, en gros. Mais au moins, on sera à l'abri si jamais il décide quand même de faire un gros plan dessus. Parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le réalisateur qui va dire en fait, ça me plaît vachement, je vais filmer beaucoup plus près que c'était prévu. Puis même, il y a des choses que nous, on voit, que les réalisateurs voient pas, parce que nous, notre œil est habitué à ce qu'on fait. Et inversement aussi, des choses qui nous vont nous paraître peut-être anecdotiques. En fait, lui va extrêmement le gêner. Il va falloir un peu improviser sur le moment quand on n'a pas trop le choix. C'est ça le tournage aussi. Sur quelle typologie de scénario vous rêveriez de travailler en SFX? Alors, on a eu la réponse à ma gauche de bosser sur des films de zombies, World par War exemple. Z 2, 3, 18. Les autres? Un heroic fantasy avec le budget des Anneaux de pouvoir. Seigneur Anneaux 3. Ou un biopic
avec l'ambition des heures sombres. Au-delà du vieillissement, ça va être la transformation physique réaliste. Transformer Gary Oldman en Churchill, c'était pas gagné et pourtant on y croit tout le long. Ok. Ensuite? Ça fait un petit moment Un loup-garou. qu'on aimerait bien faire un loup-garou. Ok. C'est plus de l'ordre d'un petit projet personnel, entre guillemets. De Fantasme. film qui tiendrait à cœur et Que vous feriez vous-même si personne vous le donnait à faire. Exactement. Il nous manque le scénariste. On sait Il y a pas beaucoup de écrire. scénaristes qui veulent faire du loup-garou. Le problème, c'est pas les scénaristes ni les SFX, je pense qu'ils se situent ailleurs. Plus de sirènes, Yasmine, plus de sirènes, toi, tu veux? mais des méchantes sirènes. Des orques, c'est bien aussi. Donc, tout ce qui est plutôt animaux et créatures, en fait. Ouais, du fantastique. Pour le coup, c'est un des trucs qui manque cruellement en France, c'est qu'on fait pas tellement de fantastique dans ce genre-là. Au final, des effets spéciaux type vieillissement, on en fait quand même assez régulièrement. Mais vraiment des créatures, des trucs... Disons qu'une créature du type loup-garou, on peut vraiment se lâcher, quoi. Il y a tout, quoi. Il y a des fausses dents, il y a des élongations de crâne, il y a du poil, il y a de la musculature en veux-tu en voilà. Enfin, pas forcément comme Underworld, mais... Et toi, Julia? J'ai un peu ce côté où, genre, du moment qu'on nous laisse un peu de budget, un peu de temps et que ça peut se faire dans des bonnes ambiances, moi, ça me fait kiffer. Donc, j'ai pas de genre particulier. Juste, Tout simplement. Si vous aviez un message à faire passer aux scénaristes français, ce serait quoi? Faites des films d'horreur, plus. Ouais, qu'ils osent faire plein de trucs. Parce qu'on pourra réussir à le faire, sûrement. Ah ouais, osez à fond. Oui, je pense qu'il y aura le public pour ça aussi. Bah, déjà, nous. On ira le voir. Battez-vous pour avoir plus de temps et avoir plus de budget pour pouvoir vous rendre expert dans votre domaine. Et vous laissez pas enfermer dans des cases. Et arrêtez de faire des films policiers. J'allais dire Non, justement. non. Si, tout le monde. Non, c'est j'adore les films policiers, comme Il y Seven en a ou quoi. trop. Non, mais il y a trop de films séries policiers, genre policières Julie aussi, il y en a Lescaut, on est marre. Cite-moi d'accord. le Seven français. Non, mais c'est ça le problème, Bah c'est voilà. qu'il y a trop de Julie Lescaut. Mais qu'on nous surprenne, les Allemands ont réussi à le faire très bien avec... Alors, c'est de la série et c'est pour Netflix, mais... Enfin, Dark était extrêmement bien écrit. Ouais, de Et ouf. c'est un rassemblement de scénaristes. Le Bureau des légendes est extrêmement bien écrit. Ouais, et c'était c'est génial, un le rassemblement bureau, ouais. de scénaristes. Mon message, il est plutôt aux producteurs. Faites pas votre boulot à moitié, quoi. Mettez toutes les conditions. Faites pas votre budget au doigt mouillé et faites les économies là où il faut les faire. Achetez une bouteille de moins de champagne pendant la fête de fin de tournage, on vous en voudra pas. Ouais, le message au producteur, j'ai l'impression qu'ils pensent que ça ne sert à rien de nous parler avant que le film rentre en production. Il y en a plein qui me disent « Ouais, il est encore en développement, attends, c'est un peu trop tôt pour le projet. » Et en fait, c'est carrément le bon moment en développement. Sans Mais- parler des producteurs et de l'argent. Mais oui. Le réalisateur et l'auteur. Ouais, ils peuvent venir nous voir aussi. Mais même le scénariste, les scénaristes aussi. Ça vous ferait plaisir d'être consulté par les Carrément. scénaristes. Mais surtout parce qu'on a beaucoup d'imagination et qu'on peut leur en donner. Je pense. Ok. Ou alors les driver, ou alors leur donner les limites qui sont souvent bien plus larges que ce à quoi ils s'attendent. Un autre conseil, arrêtez d'être réalisateur et auteur. Faites un travail et faites-le à fond. Alors je sais, c'est vraiment difficile de vivre quand on est seulement auteur. Celui qui veut faire les deux, très bien, mais donnons la possibilité à ceux qui veulent en faire qu'un de le faire. Comme dans ton podcast avec les producteurs, ça a clairement été dit. Quelqu'un qui veut juste écrire, En cinéma en France, c'est compliqué. c'est compliqué. Trouver un réalisateur sur commande, entre guillemets, un peu à l'américaine, qui va venir exécuter en tant que technicien mise en scène, mais technicien quand même, c'est rare. Alors que moi, je trouve qu'il faudrait des réalisateurs qui ont vraiment l'expérience du tournage et des métiers de la mise en scène, plus que de l'écriture. D'autant plus dans le genre où c'est encore plus important, où il y a beaucoup de technicité qui est appelée. Exactement. Et enfin, dernière question, c'est quoi le dernier SFX qui vous a marqué en cinéma ou en série qui est, L'exorciste. Non, mais Si c'est pas vieux une que ça. blague. Non, mais attends, c'est pas une blague, je l'ai revu cette semaine. Et en fait, j'ai été épatée de voir à quel point c'était super bien fait. Non, mais je rajoute même pas pour l'époque. Mais t'avais vu qu'il y avait le prêtre avait un vieillissement? Bah non, je l'ai pas vu justement. Je l'ai vu après parce que je me suis dit tiens, c'est bizarre, il me fait penser à tel acteur mais maintenant il est vieux, comment ça se fait qu'il était vieux à l'époque? Et en fait, c'est là où je me suis dit le vieillissement est hyper beau. les autres derniers effets qui vous a marqué? Dans Batman, le pingouin qui a été fait sur Oui. Colin Farrell. Je pense que j'ai vu 2-3 fois le film juste pour bader dessus. Ouais, c'était vraiment plaisir à voir. En vrai, il y a plein de petits trucs sympas qui ont été faits récemment, genre même la main dans Wednesday, c'est sympa. La série Netflix, ouais. Ouais, ou bah, avec Na dans Stranger Things, ou la créature dans Les Sermons de minuit aussi, c'était grave stylé. Dans les derniers SFX hors cinéma, ben, on peut pas passer à côté des Anneaux de pouvoir. Ouais. On a des orques filmés à 1 centimètre en lumière du jour et ça passe tellement crème, c'est tellement magnifique. Après, sur des longs métrages, à chaque fois que Kazuhiro Tsuji bosse, on en prend plein les yeux aussi.
Ouais, je suis plus impressionné par des choses que je verrais pas. Un maquillage sur Bradley Cooper, c'est aussi un biopic et c'est aussi fait par le même artiste, Kazuhiro Tsuji, qui fait Bernstein, le compositeur. Sur Instagram, allez voir, c'est vraiment génial. Ouais. Les premières photos qui ont été postées sur justement cette transformation et ces transformations, donc du coup pour le faire ressembler au personnage et du coup vieillissement puisque c'est sur une période de 30 ans, non, enfin même plus jeune. Il apparaît très jeune, il a des modifications pour lui ressembler. C'est ça. Et ensuite, il doit combiner modification et vieillissement en même temps. Ouais, c'est ça. Jusqu'à 50, 60. Ouais. Ok, bah merci à tous les 6 pour vos réponses. Merci d'être venus. Et merci Baptiste. Les effets spéciaux et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Franck, Daniel, Clémence, Antoine, Yasmine et Julia pour leur participation. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader, à bientôt.